Il s'agit d'un technicien travaillant pour la ville de Montréal qui fait grève de 2h50 à 15h55. Par la suite, la discussion porte sur la question du libre arbitre. L'intervenant affirme qu'en réalité, nous n'avons pas de libre arbitre et que notre comportement est déterminé par des mécanismes inconscients. Il explique que le concept de libre arbitre a été introduit dans notre conscience pour éloigner l'intelligence de l'humanité. Selon lui, l'intelligence est liée à la connexion avec des mécanismes supérieurs, tandis que le libre arbitre restreint notre capacité à agir de manière intelligente. Il explique aussi que l'évolution nécessite que l'intelligence se transforme en mémoire afin de permettre à la lumière, l'énergie de l'intelligence, de transcender la matière. Pour cela, il est essentiel que les individus se déconnectent de l'intelligence et croient qu'ils ont le contrôle de leurs actions, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité lorsqu'ils commettent des erreurs. T affirme que cette séparation de l'intelligence est nécessaire pour accomplir les conditions évolutionnaires de l'époque. Dans cet extrait, l'auteur soulève l'idée que l'intelligence ne peut pas comprendre la stupidité, car elle est liée à la manipulation. Il explique que l'idée du libre arbitre, qui est associée à la culpabilité, diminue l'intelligence et que certains êtres humains devraient abandonner cette idée pour retrouver leur intelligence. Il affirme que le libre arbitre est une illusion et qu'il n'est pas nécessaire dans la nouvelle ère de l'être nouveau. Il mentionne également qu'il faut poser des actions pour atteindre l'état d'homme nouveau, mais que cesser de niaiser ne dépend pas du libre arbitre, même si cela demande de l'énergie. Finalement, il souligne que cesser de niaiser ne signifie pas avoir du libre arbitre et met en garde contre la récupération des personnes qui pensent avoir résolu ce problème. Dans cette synthèse, l'auteur exprime son exaspération et son désespoir face à sa situation financière et à sa vie en général. Il estime qu'arrêter de niaiser n'a pas eu d'impact sur sa richesse et pense que cela ne concerne pas les aspects matériels de sa vie. Il explique qu'une fois que l'individu est suffisamment stable dans sa conscience, cela se manifeste à tous les niveaux de son être, entraînant des changements psychologiques, physiques et dans tous les domaines de sa vie. L'auteur souligne l'importance de l'ordre mental, de l'harmonie psychologique et de la diminution de l'ego pour permettre à l'individu de s'épanouir. Il mentionne également l'importance de se débarrasser des choses qui n'ont pas de valeur réelle et de se concentrer sur l'essentiel. Enfin, l'auteur évoque la nécessité de se libérer des illusions matérielles et de ne pas attacher trop d'importance aux possessions matérielles pour trouver le bonheur réel. Dans ce texte, l'auteur exprime l'idée que les humains vont perdre leur culpabilité et leur illusion d'une vie matérielle. Il souligne que l'évolution humaine ne nécessite pas une accumulation de biens matériels, et que le travail excessif n'est pas nécessaire pour atteindre le bonheur. L'auteur invite les gens à se détacher des manipulations astrales et à prendre le contrôle de leur propre vie. Il soutient que la richesse matérielle est une illusion et que suffisamment de ressources existent sur Terre pour nourrir tout le monde. L'auteur propose également une vision de coopération, où chacun contribue avec ses compétences pour le bien-être collectif. Dans ce texte, l'auteur parle de l'argent et de la richesse d'une manière plutôt philosophique. Il décrit une scène où différentes personnes dans un village échangent de l'argent contre des biens tels que de la nourriture, des chaises, des vêtements, etc. L'auteur souligne que l'argent n'est pas réellement la richesse en soi, mais plutôt un moyen d'échange pour obtenir des biens et services. Il insiste sur l'idée que la richesse véritable réside dans la circulation de l'argent et dans la manière dont il est utilisé pour satisfaire les besoins de chacun, créant ainsi une synergie positive. L'auteur remet également en question l'importance de l'argent dans la société en soulignant que cela crée souvent des illusions qui peuvent obscurcir notre véritable compréhension de la richesse. Le narrateur constate que les gens ont du mal à comprendre les principes de base de l'économie. Il explique que lorsqu'on a des commerces, il est préférable que les clients achètent chez nous plutôt que chez d'autres, afin de soutenir notre entourage. Il souligne également la nature humaine selon laquelle on est plus exigeant et désireux de réduction lorsqu'on connaît le vendeur, tandis que lorsque c'est un inconnu, on se montre plus conciliant. Le narrateur évoque aussi le concept de politesse, en expliquant que les enfants sont souvent plus polis chez les autres que chez eux. Il en vient ensuite à parler du pouvoir de l'argent et de la richesse, affirmant que l'humain doit accepter que les choses circulent et ne pas avoir peur de l'enrichissement des autres. Il précise que la richesse ne doit pas être confondue avec le contrôle et qu'il faut éviter de se fixer sur l'idée d'être un libre-arbitre, un terme dont la signification n'est pas claire, pour prendre des décisions dans sa vie. Le narrateur conclut en affirmant qu'il faut simplement agir et réaliser ce que l'on sait être bon, sans craindre de se tromper. Le narrateur parle de se faire arnaquer dans la vie.
Il mentionne avoir perdu beaucoup d'argent en prenant des mauvaises décisions, et compare cela à perdre sa vie. Il parle aussi de cartomancien et suggère d'aller voir quelqu'un qui demande moins d'argent que les autres. Il souligne que l'idée d'enrichir quelqu'un que l'on connaît peut donner l'impression de se faire voler. Il pense que l'humain doit prendre des risques et apprendre de ses erreurs, plutôt que de se lamenter sur ses échecs. Il aborde également le concept de dette raisonnable, conseillant de vérifier si on peut les rembourser avant de les contracter. Finalement, il encourage à utiliser la vie intelligemment et à agir en fonction de l'intuition. Dans cette synthèse, il est question de l'importance de tirer des leçons de nos expériences pour progresser dans la vie. L'auteur souligne que certains réussissent dès le premier essai tandis que d'autres échouent à plusieurs reprises, mais cela ne les rend pas plus malheureux ou moins riches que ceux qui ont abandonné. Il encourage à utiliser l'intelligence pour se libérer de la manipulation et du contrôle, et à observer lorsque les choses ne fonctionnent pas afin de trouver ce qui doit être purifié en soi pour progresser. L'auteur donne comme exemple le fait de ne pas comprendre pourquoi sa maison ne brûle pas malgré des situations difficiles, et explique qu'il est important de regarder en soi pour trouver ce qui ne va pas. Il encourage à conscientiser les mécanismes de notre vie quotidienne pour progresser et évoluer. Dans ce texte, l'auteur incite à observer et comprendre sa propre conscience plutôt que de chercher à tout analyser de manière exhaustive. Il souligne que nous devons être conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous afin de résoudre les problèmes qui nous entourent. Il explique que notre ego est influençable et manipulable, et qu'il faut s'observer soi-même pour se connaître réellement. L'auteur mentionne également que notre maison, notre vie, peut être vendue, ce qui représente une sorte de rechute où nous arrêtons notre évolution. Il encourage à faire ce travail de conscientisation avant de s'endormir, pour que notre baromètre de conscience reste équilibré. Il insiste sur le fait que nous n'avons pas besoin de tout contrôler, mais plutôt de nous observer et d'ajuster notre conscience. Finalement, l'auteur affirme que nous devons rejeter l'idée d'avoir un libre arbitre absolu et nous concentrer sur la compréhension de notre propre conscience. Le message de cette personne est de ne pas se laisser influencer par notre ego dans nos prises de décision et nos désirs. Elle explique que notre intelligence est capable de reconnaître ce qui n'est pas de l'intelligence exprimée, sans porter de jugement. Elle encourage à laisser les choses se régler d'elles-mêmes, sans chercher à les contrôler, et affirme que les problèmes surviennent lorsque notre ego est attaché à des désirs matérialistes. Elle souligne qu'il est acceptable d'avoir des désirs, mais que notre ego ne devrait pas chercher à les réaliser au détriment des autres. Elle invite à travailler sur l'éducation de notre ego pour qu'il soit aligné sur notre bien-être plutôt que de chercher à être meilleur que les autres. En fin de compte, elle affirme que l'humain ne fait pas ce travail et se trouve souvent ennuyeux lorsqu'il se parle à lui-même. Dans cette conversation, il est question de la nécessité pour l'humain de se désassujettir de la mécanique du libre arbitre. Pour y parvenir, il faut développer une conscience claire et descendre au niveau de l'astral pour se comparer avec les autres. Cependant, il est important de ne pas céder à l'ego et de répéter régulièrement « Je suis mon seul maître » pour l'instruire. Cette technique permet d'instruire non seulement l'ego, mais aussi l'astral et tout ce qui est mémoriel. L'idée est de manipuler et d'utiliser l'astral à notre avantage, tout comme on dresse un chien pour qu'il nous soit utile. Il est souligné que les autres ne nous aiment pas à cause de l'ego et que cela n'a rien à voir avec nous. Malgré la difficulté de croire à cette idée, c'est le mental qui crée cette illusion de décision. Il est donc important de se laisser manipuler par l'intelligence et de se laisser guider pour prendre des décisions. En fin de compte, la conférence met en avant l'importance de laisser de côté son ego pour atteindre une profonde compréhension de soi-même. Le texte parle de l'illusion du libre arbitre et de la manière dont les actions humaines ne dépendent pas nécessairement d'une volonté individuelle. L'auteur explique que le pouvoir de faire quelque chose ne nécessite pas de libre arbitre et que les personnes capables de faire sont libres des mécanismes de l'illusion. Il affirme également que les groupes existants n'accepteront pas ceux qui cherchent à se libérer de l'illusion, mais que les personnes correctes seront accueillies si le groupe le souhaite. L'auteur mentionne également la nécessité de s'entourer de personnes qui peuvent aider à voir ce qui est incorrect et souligne l'importance du contexte dans l'apprentissage et la compréhension de l'intelligence. Ce texte semble être une discussion sur le concept du libre arbitre et la nécessité de comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'ego pour pouvoir s'en libérer. L'auteur affirme qu'il est important de reconnaître que nous n'avons pas de libre arbitre et de cesser de vivre comme si nous en avions. Il explique que cela nécessite de conscientiser les mécanismes de l'ego et d'apprendre à les négocier pour atteindre une désinhibition
Des techniques sont mentionnées pour entretenir le corps physique et éviter que l'énergie des émotions ne nous submerge. La conclusion semble être que la désinhibition est un processus progressif de libération de l'illusion de l'ego. Les techniques PMC sont principalement utilisées pour préserver l'intégrité du corps physique, du corps vital et du corps astral. Cela permet également un développement de la conscience et de l'amour instantané de manière plus régulière. Il est important pour les humains de se détacher de l'épargne, car cela signifie se désassujettir de l'ego. Le mental doit se désidentifier de l'ego, car tant que l'ego n'est pas soumis, il représente un danger. Récemment, c'est l'ego qui a pris le contrôle de tout, le mental s'identifiant à lui et vice-versa. C'est essentiellement cela.